Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale d'Intergénération Québec, Fatima Ladjage. Intergénération Québec, c'est un organisme dont la mission est de favoriser le rapprochement des générations pour développer une société ouverte, inclusive et solidaire. J'ai donc profité de ma rencontre avec Fatima pour discuter des bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle, tant chez les jeunes que chez les personnes aînées. Bonjour Fatima. Bonjour, Liane. Alors, Fatima, au Québec puis au Canada, on peut dire qu'il existe trois principaux modèles de cohabitation intergénérationnelle. Le premier, c'est celui de la maison intergénérationnelle pour permettre la cohabitation d'une famille sous le même toit. Le deuxième modèle, c'est celui de la colocation intergénérationnelle, une situation dans laquelle deux générations partagent le même toit. Alors que le troisième modèle, quant à lui, eh bien, c'est celui de l'insertion de logements étudiants dans une résidence pour personnes aînées. À quel élément il faut penser pour favoriser la réussite d'une cohabitation intergénérationnelle au Québec, Fatima? Moi, je dirais que tous les trois éléments sont très intéressants pour favoriser et développer la cohabitation intergénérationnelle parce qu'il faut pas se cacher la face, se voiler la face. C'est quand même une approche novatrice qui est très récente et elle a pris il y a de plus en plus d'engouement pour cette approche depuis un peu les effets néfastes de la pandémie, hein. Vous savez que le phénomène d'isolement s'est exacerbé dans le cadre de la pandémie. Et bien avant la pandémie, le problème de l'isolement, de la solitude était omniprésent. Dans un CHSLD, un aîné sur 10 recevait la visite de ses proches. Donc, si vous voulez, c'est tous les éléments néfastes qui ont provoqué, suscité cet engouement, cet intérêt vis-à-vis de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, il ne faut pas favoriser un volet au détriment de l'autre. Tous les éléments toute forme de cohabitation seraient les bienvenus au Québec, aussi bien au Québec qu'au Canada. Alors, je comprends que l'isolement social des aînés est un facteur non négligeable. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, c'est sûr que c'est un facteur non négligeable vous voulez dire, pour lutter contre l'agisme aussi, hein. C'est-à-dire Oui, que voilà. l'isolement, il y a la lutte contre l'agisme quand on favorise la cohabitation intergénérationnelle. Donc, et puis par exemple, dans les résidences, quand on ouvre les résidences pour aînés et les CHSLD à la communauté, il y a une espèce de revitalisation des espaces communs qui intervient. Il y a aussi on favorise la transmission intergénérationnelle et le partage qui se font dans les deux sens, entre les jeunes et les aînés. Et bien sûr, surtout, la déconstruction des préjugés. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que je vous ai dit, la cohabitation intergénérationnelle est quand même assez balbutiement. Elle est vraiment assez balbutiement et on n'est pas donc, c'est pas le moment de privilégier un facteur ou plutôt un volet de cohabitation par rapport à l'autre, au détriment de l'autre. Parce que on peut, par exemple, quand on parle des bienfaits
de la cohabitation intergénérationnelle, du partage d'un logement intergénérationnel. Donc, comme je dis, elle prend toutes ses formes, elle peut être sous toutes ses formes. Ça peut être une maison multigénérationnelle ou bigénérationnelle. Ça peut être aussi le partage d'un logement d'un aîné avec un jeune étudiant. Ça peut être l'intégration voyons, l'intégration d'un campus, plutôt d'un étudiant dans un campus, et puis un centre de jour pour aînés. Donc, sous toutes ces formes, la cohabitation intergénérationnelle est à favoriser. Mhm. Et Et puis, dans, parmi les bienfaits, j'aimerais vous dire aussi que, par exemple, quand on favorise le partage de logement d'un aîné avec un jeune étudiant, les bienfaits sont énormes. Il y a le maintien d'abord, ça favorise le maintien des personnes âgées dans leur domicile et puis leur autonomie. En plus, ça permet aux jeunes d'accéder à un logement, à un loyer abordable et aussi à un logement décent. Et puis, ça offre du soutien aux aînés, c'est un soutien financier, je veux dire, même un autre type de soutien, parce que ça crée quand même, ça consolide les liens entre le jeune qui est logé et l'aîné. Le fait qu'ils habitent ensemble, ça consolide les liens, ça crée une complicité. Donc, et puis la jeune personne peut rendre des services à l'aîné. C'est pour ça que je vous ai dit que l'intérêt de la cohabitation s'est manifesté de façon considérable à la suite des effets néfastes de la pandémie, parce que on a constaté que beaucoup d'aînés se sont retrouvés seuls et isolés, avec personne dans leur bulle, et donc personne ne pouvait rentrer de l'extérieur chez eux, alors que s'il y avait si le logement partagé était une pratique courante, ça aurait pu éviter un tas de problèmes aux aînés. est-ce qu'il y a des enjeux auxquels il faut considérer? Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux à considérer. Ce n'est pas parce qu'on veut créer des projets intergénérationnels que elles sont réussies. Il y a toujours des conditions de réussite des activités intergénérationnelles, parce que il faudrait qu'il y ait en amont de l'intérêt et un besoin qui se manifeste chez les protagonistes, c'est-à-dire que ce soit l'aîné et un jeune qui habitent ensemble, ou une garderie qui veut intégrer un CHSLD. Donc, il faudrait, ou une résidence pour aînés, une résidence privée pour aînés. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une concertation entre soit les individus qui habitent ensemble, et qu'il y ait de l'intérêt, et aussi il faudrait qu'il y ait une planification en amont. Ça veut dire que si on ne crée pas des contextes de rapprochement qui suscitent l'intérêt chez les participants et puis que ça répond aux besoins, c'est pas évident que ça puisse réussir, ça c'est clair. Il faut qu'il y ait donc le besoin et l'intérêt, c'est des conditions euh, vraiment sine qua non pour que un rapprochement puisse être réussi. Et quand c'est initié par les organismes, il y a tout un travail à faire en amont. Il faudrait qu'il y ait la planification, il faudrait choisir son partenaire, un organisme qui choisit par exemple d'initier un projet intergénérationnel, il faut qu'il choisisse son partenaire, qu'il se concerte avec lui, qu'il y ait une communication fluide. Il faut aussi offrir des conditions favorables et un milieu favorable et des moyens aussi qui favorisent un peu l'activité intergénérationnelle. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que on veut rapprocher des générations que ça peut se faire dans n'importe quelle condition. C'est clair qu'il y a des conditions à mettre en place. En terminant, Fatima, quelle est votre vision de la cohabitation intergénérationnelle au Québec pour les prochaines années? Moi, j'estime que, vous savez, nous, à Intergénération Québec, on y a pensé il y a quelques années, avant même qu'il y ait la pandémie. En fait, on a carrément pensé à cela un peu dans le cadre de nos forums qu'on organise chaque année à l'occasion de la Semaine québécoise intergénérationnelle. En 2017,
on avait tenu un forum dont la thématique portait sur les espaces et générations, enjeux et perspectives, et qui a réuni des experts et des intervenants de milieu pour réfléchir collectivement sur les espaces et les lieux qui favorisent une approche intergénérationnelle naturelle et inclusive. Et l'année d'après, en 2018, on a carrément, dans le cadre toujours de la Semaine québécoise intergénérationnelle, organisé un forum sur la cohabitation intergénérationnelle. Puis c'était pour nous, c'est la cohabitation qui est un outil de décloisonnement de générations. C'est sûr que les activités intergénérationnelles sous toutes ces formes, comme je vous ai dit, il y a diverses activités dans la catégorie artistique, littéraire, ludique et manuelle, communautaire et de transmission de savoir. Mais si on veut une approche vraiment naturelle de l'intergénérationnel, et puis, il faudrait peut-être changer de paradigme au niveau de la société québécoise et penser à une proximité naturelle, à créer de plus en plus de milieux qui permettent cette cohabitation quotidienne, si je puis dire, entre les aînés et les jeunes. Je ne sais pas, moi, intégrer une garderie dans un CHSLD ou une résidence, faire des quartiers ouverts à la communauté comme un groupe de résidence qui soit ouvert à sa communauté. Et puis que dans cette communauté, il peut y avoir une école, comme il peut y avoir par exemple une école à proximité d'une résidence et puis par exemple un réfectoire, une salle de repas où aussi bien les jeunes de l'école que les aînés puissent manger ensemble. Ça, c'est des moments les repas, c'est des moments de convivialité où on peut vraiment se tisser des liens. Et ce serait à ce genre d'initiative qu'il va falloir que le gouvernement pense. C'est-à-dire que à ne plus les faire en sorte que les jeunes et les aînés soient séparés, décloisonner en fait vraiment les générations en créant des structures donc qui des structures adaptées qui puissent accueillir les diverses générations sous un même toit, sous un Alors, même toit. ce sont tous de très beaux projets qu'on espère se voir concrétisés dans les prochaines années au Québec. Fatima Ladjage, directrice générale d'Intergénération Québec, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.